Si dans cette ère post-Cyberpunk 2077, CD Projekt est un mastodonte de plus de 700 employés, les premières lignes de leur ascension ont été tracées dans les années 90 par deux figures, celles de Iwinski et de Kieszynski. Les deux naissent dans les années 70 et grandissent dans une Pologne d'après-guerre, sous la tutelle de l'URSS, toujours plus isolée de l'Ouest. En ce temps-là, les contraintes étaient nombreuses, comme la difficulté de sortir du territoire ou encore l'omniprésence de tickets de rationnement. Après la chute du mur de Berlin, tout a pourtant changé du jour au lendemain, et les deux adolescents, qui se sont rencontrés dans les couloirs du lycée, fans tous les deux de jeux vidéo et de mondes fantastiques, se lancent dans la vente de CD-ROM importés et copiés. Ils profitent ainsi d'un flou juridique total, et ce n'est qu'en 1994 qu'ils décident de gagner leur beurre légalement, en créant CD Projekt, une entreprise dédiée à l'importation de jeux vidéo. De fil en aiguille, ils vont grandir en jouant à un max de jeux pour savoir quoi importer, en parcourant les salons spécialisés et en tissant divers partenariats. Ils passent ensuite à l'étape suivante, en traduisant les textes des boîtes et notices des jeux importés, afin de motiver les joueurs et joueuses polonais à passer légalement à la caisse. Mais pour motiver encore plus ces achats légaux, les deux compères décident non pas seulement de traduire boîtes et notices, mais un jeu tout entier. Et là, autant vous le dire, c'est une autre paire de manches. Ils tâtonnent d'abord avec un point and click tiré du film Ace Ventura, puis passent du coq à l'âne en se fixant un objectif dingue, traduire le génialissime Baldur's Gate de BioWare. C'est donc avec une équipe d'une dizaine de personnes qu'ils se lancent dans la localisation complète de ce CRPG tiré de l'univers de Donjons et Dragons, qui, soit dit en passant, propose des milliers de lignes de dialogue. C'est un peu comme si vous aviez pêché une ou deux fois et que vous fixiez l'ambition de pêcher un requin-baleine la troisième. Pas facile. Pourtant, le pari a été réussi. Plus de 100 000 ventes en quelques mois, un jeu traduit et doublé en polonais et proposant même quelques bonus comme un livre de règles, un CD audio et une carte du jeu. Importer des jeux, c'est bien. Les localiser, c'est bien aussi. Et si on faisait nos propres jeux, se disait-il. Et c'est Interplay, qui les avait déjà mis en lien avec BioWare, qui vont leur proposer de se faire leur première dent dans le développement avec un portage PC de Baldur's Gate Dark Alliance qui ne verra finalement jamais le jour, à cause des déboires justement d'Interplay. Mais cela ne décourage pas les équipes de CD Projekt, qui avaient en plus pour l'occasion recruté Adam Badowski, issu du cinéma au design, qui prendra la tête de la société en 2011, ainsi que Sebastian Zielinski, développeur du jeu Mortyr en 99. Deux petits mots sur le jeu Mortyr, parce qu'il est aussi intéressant. C'est un FPS développé par Mirage Media, se déroulant dans un univers alternatif où l'Allemagne nazie a gagné la Seconde Guerre mondiale grâce à des avancées technologiques et occultes. Le joueur incarne ainsi Sébastien Mortyr, envoyé dans le passé pour renverser le régime et empêcher la victoire nazie. Le jeu mêle des environnements historiques et futuristes, avec des niveaux linéaires remplis d'ennemis à affronter. Sur le plan technique, Mortyr proposait des graphismes intéressants pour l'époque, notamment avec des effets de lumière dynamiques. Cependant, il a souffert de la concurrence de jeux comme Half-Life et a été critiqué pour sa linéarité, son intelligence artificielle basique et son gameplay répétitif. Bien que le concept de base ait du potentiel, le jeu n'a pas réussi à marquer durablement les joueurs. Aujourd'hui, il reste une curiosité historique représentative des premiers pas du développement de jeux vidéo en Pologne. Une chose est sûre, CD Projekt est une entreprise qui, depuis ses débuts, n'a pas peur de se lancer dans ce qu'elle ne connaît pas. Quitte à s'entourer de gens qui justement connaissent, ou tout du moins connaissent mieux. Son identité affirmée par le slogan We Are Rebels reflète un engagement profond envers l'innovation et la créativité. En osant défier les conventions et en embrassant l'inconnu, CD Projekt continue de marquer l'industrie des jeux vidéo, prouvant que la passion et la détermination peuvent mener à des succès retentissants, même dans les moments les plus incertains. Créer un jeu vidéo de type RPG implique déjà une chose, qu'il se déroule dans un univers. Et créer un univers, en plus de ne pas être une tâche aisée quand on ne l'a jamais fait,
Eh bien, ça demande autant de ressources financières, créatives que temporelles. Et si on piochait dans un univers déjà existant, se sont-ils dit? D'autant que le maître de la fantaisie polonaise existe et est encore vivant. Il s'appelle, désolé pour ma prononciation horrible mes chers amis polonais, Andrzej Sapkowski, et il est le papa d'une série de nouvelles et de romans appelés Wiedźmin, qui avait déjà vendu des millions d'exemplaires essentiellement en Europe de l'Est. Notez que la première version anglophone des œuvres n'est sortie qu'en 2007, donc finalement peu avant la sortie de The Witcher 3. Andrzej Sapkowski est un auteur dont l'influence dépasse largement les frontières de la Pologne. Avec The Witcher, il a créé un univers complexe qui mêle mythologie, folklore et réflexion sociale, tout en marquant durablement la culture populaire moderne. Son œuvre continue d'inspirer de nouvelles générations de lecteurs et de créateurs, consolidant ainsi sa place dans le panthéon des grands auteurs de fantasy. Andrzej Sapkowski est né le 21 juin 1948 à Lodz, la même ville dans laquelle le studio CD Projekt Red était établi. Avant de se lancer dans l'écriture, Sapkowski a suivi des études de commerce et a travaillé dans le commerce international. Ce n'est que dans les années 80 qu'il commence à écrire, notamment des nouvelles de science-fiction et de fantasy, publiées dans des magazines spécialisés en Pologne. Sa carrière d'écrivain prend véritablement son essor en 1986 avec la publication de sa nouvelle Le Sorceleur, donc Wiedźmin en polonais, dans le magazine polonais Fantastica. Cette nouvelle introduit le personnage de Geralt de Rive, un sorceleur, donc un chasseur de monstres, qui deviendra central dans son œuvre. La saga du sorceleur, qui se compose de 2 recueils de nouvelles et de 5 romans, est profondément enracinée dans le folklore slave, tout en explorant des thèmes universels comme le destin, la moralité et la discrimination. L'univers de Geralt est complexe, peuplé de créatures fantastiques, de conflits politiques et d'êtres humains aux motivations ambiguës. Il n'y a pas vraiment de place pour le grand méchant ni pour le grand gentil. Malheureusement, Sapkowski ne s'est jamais investi dans les jeux vidéo, médium pour lesquels il ne partage d'ailleurs aucun amour, voire aucun respect, à tel point qu'il voit les jeux comme des adaptations indépendantes qui explorent des aspects de son univers sans nécessairement faire partie du canon officiel de l'histoire de Geralt de Rive. Pour lui, l'histoire véritable du sorceleur se trouve dans ses romans et ses nouvelles. L'une des raisons qui font qu'il ne considère pas les jeux comme canoniques vient du fait que CD Projekt Red ait décidé de placer Geralt au centre de leur jeu, après plusieurs discussions à ce sujet. Les jeux se déroulant après les événements des livres, particulièrement après le 5e roman La Dame du Lac, les développeurs ont pris des libertés créatives, imaginant ce que serait la vie de Geralt après les romans, notamment en le faisant revenir à la vie après sa mort, entre guillemets, apparente dans le bouquin de Sapkowski. Cependant, il n'a jamais écrit ni validé cette suite, et donc le fait que Geralt revienne réellement à la vie. Cela crée une divergence majeure entre la fin des livres et le début des jeux. En dehors de The Witcher, Sapkowski a également écrit la trilogie des Hussites, une série de romans historiques de fantasy se déroulant dans la Pologne médiévale durant les croisades hussites. Cette trilogie, composée des ouvrages Naranturm, sorti en 2002, Le Feu éternel en 2004 et Lux Perpetua en 2006, s'éloigne du genre fantasy classique pour aborder des thèmes similaires comme la guerre et la religion, mais dans un cadre historique réel. Les premiers recueils de nouvelles, donc Le Dernier Vœu et L'Épée de la Providence, offrent des aventures indépendantes, tandis que les 5 romans qui suivent développent une intrigue centrale qui se concentre sur Geralt, la sorcière Yennefer et la jeune princesse Ciri. Ces livres incluent Le Sang des Elfes, Le Temps du Mépris, Le Baptême du Feu, La Tour de l'Hirondelle et La Dame du Lac. En 2013, Sapkowski publie également La Saison des Orages, un préquel indépendant qui enrichit encore davantage l'univers du sorceleur. Le style d'écriture de Sapkowski se distingue par son usage de l'ironie, de l'humour noir et des dialogues vifs. Il refuse de créer des personnages manichéens, préférant explorer des zones grises entre le bien et le mal, un thème récurrent dans ses récits.
On a tendance à placer cet univers dans la catégorie Dark Fantasy d'ailleurs, contrairement à de nombreuses œuvres de fantasy traditionnelles qui présentent un monde clairement défini entre le bien et le mal. The Witcher propose un univers où les choix des personnages sont souvent teintés de gris, rendant les décisions des protagonistes à la fois lourdes de conséquences et moralement ambiguës. Les monstres, qu'ils soient physiques ou métaphoriques, ne sont pas seulement des adversaires à vaincre, mais symbolisent également des luttes internes et des conflits humains. Les récits de Geralt de Rive, le protagoniste sorceleur, mettent en lumière les préjugés de la société envers les monstres et les sorceleurs eux-mêmes, interrogeant la nature de l'humanité et le véritable sens de la monstruosité. Cette approche réaliste de la fantaisie, qui privilégie la profondeur psychologique et la réflexion sur la nature humaine, est partagée par d'autres œuvres de dark fantasy, telles que Berserk, qui traite de thèmes similaires comme la lutte contre le destin, la brutalité de la guerre et la quête de la rédemption dans un monde impitoyable. D'autres exemples incluent Game of Thrones de George R.R. Martin, qui offre une vision cynique du pouvoir et de la trahison, et La Première Loi de Joe Abercrombie, qui explore la brutalité et la complexité des personnages dans un univers où les héros ne sont pas toujours glorifiés. Ces œuvres, tout comme The Witcher, plongent le lecteur dans des récits où la lumière est souvent éclipsée par l'ombre, créant une atmosphère sombre et réfléchie qui caractérise la dark fantasy. Ce qui la caractérise davantage pour moi, le plus simplement, c'est le fait que je n'ai pas du tout envie d'aller faire un tour dans ce monde, ne serait-ce qu'une journée, ou allez, imaginons une seule journée, mais en zone sûre, s'il vous plaît, et si possible, dans une belle journée d'un noble qui n'a aucun souci de santé et d'argent. Les intrigues sont imprégnées de réflexion sur la tolérance, la corruption et les choix moraux dans des situations complexes. Inspiré par les légendes et les mythes européens, notamment ceux d'Europe de l'Est, Sapkowski intègre des éléments de contes folkloriques à ses récits modernes, créant ainsi un univers immersif et captivant. Ce qui est fort dans son œuvre, c'est que tout ce mélange semble tout de même cohérent. Et cette cohérence est rendue possible grâce à un événement central pour comprendre cet univers, la conjonction des sphères dont nous reparlerons plus loin pendant notre point lore. En 2013, Andrzej Sapkowski a publié Saison des orages, un 6e roman de l'univers du sorceleur bien longtemps après La Dame du Lac en 99. Contrairement à une suite attendue, ce livre ne plonge pas directement la saga principale, mais se situe chronologiquement avant sa fin. Les événements de ce roman se déroulent durant une période indéfinie entre certains des récits précédents, offrant un nouvel éclairage sur l'histoire de Geralt. Le retour de Sapkowski à l'écriture de l'univers de Geralt après tant d'années pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs. D'une part, l'auteur a peut-être ressenti le désir de revisiter cet univers riche qu'il avait construit en approfondissant certains éléments de l'histoire du sorceleur. Le succès grandissant des jeux vidéo et de la série télévisée autour de The Witcher a probablement renforcé l'importance du personnage et de son monde, incitant Sapkowski à apporter des récits supplémentaires pour les fans. D'autre part, Sapkowski a peut-être vu Saison des orages comme une opportunité de reprendre en main son univers. Avec l'essor des adaptations, il est possible qu'il ait voulu ajouter ses propres nuances et approfondir certains aspects que seules ses œuvres littéraires peuvent explorer. Enfin, le succès commercial des jeux et la forte demande pour davantage d'histoires autour de Geralt ont probablement encouragé l'auteur pragmatique à répondre à cette attente, profitant ainsi de l'engouement sans précédent pour The Witcher. C'est donc pour une bouchée de pain que CD Projekt récupère les droits vidéoludiques, d'autant que Sapkowski signe un contrat qui spécifie qu'il ne touchera point de royalties. N'étant pas amateur de jeux vidéo, voire même les rabaissant par rapport à la littérature, il ne s'en inquiète pas du tout. Il ne demande même pas 10 000 €, en monnaie polonaise d'époque bien sûr, payable en une seule fois. Une des plus grandes erreurs de sa vie probablement, mais nous reviendrons dessus plus tard. C'est donc en 2002 qu'un accord est trouvé et que le nouveau studio CD Projekt Red, à ne pas confondre donc avec simplement CD Projekt, est créé. Pour le diriger, c'est le fameux développeur Zelinski qui est choisi et avec une dizaine de personnes, il s'installe dans la ville de Lodz vers Varsovie.
Malgré tout l'engouement de l'équipe, la première année se passe très difficilement. Ils ne trouvent pas d'éditeur et la démo du jeu, qui se veut originellement quelque part entre Baldur's Gate et Diablo, deux jeux qu'ils connaissent bien, ne convainc pas. À tel point qu'au moment où Red se rapproche physiquement parlant de la maison mère, Zielinski quitte le navire, remplacé au pied levé par Kicinski. Il se tourne ainsi vers le copain de chez BioWare avec qui ils ont déjà collaboré pour distribuer et localiser Baldur's Gate, qui ont sorti encore un énorme jeu issu de Donjons et Dragons, Neverwinter Nights. BioWare accorde ainsi la licence à CD Projekt Red et réutilisé l'Aurora Engine qui a servi pour Neverwinter Nights. C'est l'occasion pour CD Projekt de ne pas repartir de zéro pour le moteur de jeu 3D, et c'est l'opportunité pour BioWare de faire la promotion de son moteur si le jeu est réussi. Malgré leur présence à l'E3 2004, avec une démo du jeu, toujours pas d'éditeur à portée de vue. Le projet est jugé généralement trop risqué, et CD Projekt n'avait pas encore pu prouver qu'il savait également faire des jeux vidéo. Mais finalement, un éditeur décide de les soutenir, et leur nom est un petit peu connu dans l'histoire du jeu vidéo. C'est Atari qui, après être tombé en déchéance après des succès des années 80, a été racheté par Hasbro, puis par Infogrames. Conscient de leur volonté d'indépendance malgré le besoin d'un éditeur, CD Projekt réussit, après des mois de négociations avec Atari, à garder la licence sous sa couette, ce qui lui garantit une certaine indépendance malgré le fait qu'Atari les aide à financer une partie du marketing et la fin de la production. Avec le moteur Aurora Engine modifié et plus adapté à leurs besoins, ainsi que tout un univers à leur disposition, CD Projekt Red était prêt à proposer leur premier jeu, The Witcher. Premier jeu que nous approfondirons la prochaine fois, puisqu'avant de se lancer dans les 3 jeux canoniques, il me semble bon de vous parler de ce que je considère être le cœur et la force de cette licence vidéoludique, le lore ainsi que nos choix. Commençons donc par un petit point lore. Le terme sorceleur, en français, est une traduction du mot polonais Wiedźmin, que je prononce évidemment mal, choisi par l'auteur lui-même. Wiedźmin est un néologisme forgé par Sapkowski à partir du mot polonais Wiedźma, qui signifie sorcière ou femme sage, et dans cette optique, Wiedźmin peut être interprété comme un être masculin, associé à la magie ou à la sorcellerie, mais dans un sens détourné, car les sorceleurs ne sont pas des mages, mais des combattants modifiés par des mutations et des substances alchimiques. En ce qui concerne la traduction en français, le mot sorceleur est une tentative de rendre le néologisme polonais tout en conservant son sens unique. Les traducteurs français ont ainsi cherché à créer un mot qui garde la sonorité de sorcière, mais en y ajoutant une connotation de chasseur ou de guerrier, tout comme le mot original polonais le fait. Cela explique pourquoi le terme sorceleur a été choisi plutôt que des termes plus conventionnels comme chasseur de monstres ou mutant, qui n'auraient pas capté la dimension à la fois magique et guerrière du personnage. La traduction anglaise Witcher suit un chemin similaire, empruntant également au mot witch, donc sorcière, tout en le modifiant pour en faire un terme masculin et spécifique à l'univers de Sapkowski. Les deux traductions françaises et anglaises partagent donc cette même volonté de capturer l'essence de Wiedźmin, un chasseur imprégné de magie, mais différent des sorciers ou des mages plus classiques. Mais au-delà de l'étymologie, c'est quoi un sorceleur en fait ? Les sorceleurs sont des chasseurs de monstres mutants créés pour protéger les humains des créatures qui peuplent le monde. Ils sont issus d'un processus d'entraînement et de mutation connu sous le nom des épreuves, conçues pour leur donner des capacités surhumaines, réflexes aiguisés, force accrue et résistance au poison. Leur création remonte à une époque où les monstres, introduits dans le monde par la conjonction des sphères, représentaient une menace directe pour l'humanité. Afin de les combattre, certains mages décidèrent de modifier des enfants pour en faire des combattants d'élite capables de rivaliser avec ces créatures. Leur transformation, bien que brutale et dangereuse, nombreux ne survivent pas à l'épreuve des herbes,
leur permet de résister aux toxines et d'utiliser des potions trop puissantes pour les humains. Parmi les différentes écoles de sorceleurs qui furent créées pour former ces guerriers, l'école du loup, située à Kermoren, est l'une des plus renommées. Elle a formé Gérald de Rive, le plus célèbre des sorceleurs, ainsi que d'autres figures notables telles que Vézémir, qui en est l'un des tout derniers mentors. L'école du loup se distingue par son code d'honneur et son approche pragmatique. Ses membres sont entraînés à faire preuve de discernement moral, refusant souvent de se limiter à des contrats aveugles. Cependant, l'école a été la cible d'une violente chasse aux sorcières orchestrée par des groupes humains méfiants et ignorants qui ont pris les sorceleurs pour responsables des malheurs de leur monde. Cet événement a marqué la fin de l'âge d'or des sorceleurs et a conduit à la chute de Kermoren, aujourd'hui en ruine, symbolisant le déclin de cette caste de protecteurs. Malgré cela, l'héritage de l'école du loup perdure à travers ses rares survivants, avec Gérald continuant à défendre l'idée qu'il existe toujours une place pour les sorceleurs dans ce monde complexe. Si l'école du loup est l'école la plus mise en avant tant dans les romans que dans les jeux, puisque Gérald en fait partie, les autres ont une approche éthique, morale, sociale et politique bien différente de la leur, ce qui vient encore apporter de la profondeur à ce monde où bien et mal sont des concepts trop simplistes. L'école du Griffon, située à Kerseren, est connue pour son code chevaleresque et sa grande maîtrise de la magie. Les sorceleurs de cette école sont réputés pour leur noblesse d'esprit, leur sociabilité et leur respect des autres tant au sein de leur école qu'à l'extérieur. Contrairement à d'autres écoles plus solitaires, les membres du Griffon sont respectés et admirés à travers le continent. Leur formation met un accent particulier sur l'usage des signes et de la magie, ce qui les rend uniques parmi les autres écoles. Pour finaliser leur entraînement, les apprentis doivent soit voler un œuf de griffon, soit réciter un texte chevaleresque, témoignant de la combinaison de leur bravoure et de leur érudition. L'école de l'ours, perchée dans les montagnes d'Amel, est plus brutale et solitaire. Les sorceleurs de cette école sont connus pour leur force physique et leur manque de fraternité. Pour eux, la chasse aux monstres est un métier purement pragmatique, sans place pour les amitiés ou les alliances durables. Leur formation est tout aussi rude que leur philosophie. Les apprentis doivent gravir une montagne pour obtenir une rune, et l'équipement des sorceleurs de l'ours est conçu pour favoriser la puissance brute et la défense lourde, au détriment de l'agilité. L'école de la vipère, située dans les gouffres des montagnes du sud, adopte un style plus furtif et assassin. Les sorceleurs de cette école sont particulièrement versés dans l'alchimie et l'utilisation de poisons. Contrairement aux autres écoles, les membres de la vipère n'hésitent pas à accepter des contrats pour tuer des humains, ce qui est normalement interdit dans le code des sorceleurs. Leur formation inclut un lien émotionnel fort avec un animal de compagnie qu'ils doivent élever pendant des années avant de le tuer pour finaliser leur entraînement, illustrant la nature impitoyable et détachée de cette école. L'école du chat, située dans une région marécageuse près de la Grande Mer, se concentre sur la vitesse et l'agilité. Les sorceleurs de cette école préfèrent les armures légères et se spécialisent dans les frappes précises et rapides, souvent mortelles à long terme. Initialement, cette école aspira à être un exemple de noblesse et de respect, mais avec le temps, elle est devenue connue pour ses membres amoraux et sans scrupules. Tout comme l'école de la vipère, les sorceleurs du chat n'hésitent pas à tuer des humains, et ils sont souvent considérés comme des parias par les autres écoles. L'école de la manticore, située dans le désert de Korat, se distingue par son lien avec le royaume de Zerikania, pour lequel ses membres travaillent exclusivement. Ces sorceleurs sont des protecteurs des voyageurs dans le désert et sont très habiles dans la création de potions. Contrairement aux autres écoles, ils utilisent souvent des boucliers en combat, ce qui reflète leur approche défensive et pragmatique de la chasse aux monstres. Ces écoles ont vu le jour après la dislocation de l'ordre des sorceleurs, une époque où les sorceleurs travaillaient encore ensemble dans un même but. Toutefois, les conflits internes et le manque de contrats ont provoqué des tensions et des trahisons, culminant avec la création de ces différentes factions. Chacune de ces écoles reflète un aspect particulier du métier de sorceleur, qu'il s'agisse de la force brute, de l'agilité, de la magie ou de la ruse. Bien que leur approche diffère,
elles partagent toutes une mission commune, protéger le monde des monstres, même si leur méthode pour y parvenir varie considérablement. Et pour le 4e jeu, il semblerait qu'une autre école dont nous ne savons rien va être mise en avant puisqu'elle n'est originellement pas incluse dans le lore de la licence. Par contre, il existe déjà une fanfiction à son propos. D'après l'imagination de Witcher 190 et Smee 55, l'école du Lynx est une école de sorceleurs fondée en 1273 par Lambert, Gaëtan, Dragonfly, Joël et Kerametz, dont leur tentative de reprendre la caravane de Dinmarv des mains des soldats nilfgaardiens. Elle est donc issue d'une fusion entre les survivants des écoles du loup et du chat, sous la direction de Lambert avec l'aide de Kerametz, une sorcière. L'école s'est reconstruite et réorganisée, intégrant des sorceleurs des deux écoles et cherchant à effacer la mauvaise réputation de ses prédécesseurs. Au fil du temps, l'école a évolué, devenant un groupe mobile offrant ses services sur tout le continent et même sur de nouveaux territoires comme l'Occident. Les Lynx sont réputés pour leur style de combat agile, combinant la rapidité des chats avec la puissance des loups et adoptant des équipements modernes pour améliorer leur efficacité. À l'heure actuelle, par contre, je ne saurais vous dire si CD Projekt s'est inspiré de ce travail de fan ou pas pour le 4e opus. Pour comprendre ce monde, il faut comprendre l'événement principal qui s'est passé et qui l'a modifié à jamais. La conjonction des sphères. La conjonction des sphères est un événement cosmique majeur dans l'univers de The Witcher qui explique l'origine de nombreuses créatures magiques et de la magie elle-même dans ce monde. Durant la conjonction, plusieurs dimensions ou sphères parallèles se sont alignées et ont temporairement fusionné. Cet événement a provoqué l'apparition soudaine de créatures étrangères à ce monde, telles que les monstres que l'on trouve dans tout l'univers, vampires, spectres, ghouls et autres créatures terrifiantes. En plus des monstres, la magie a également fait son apparition, devenant une force tangible que certaines personnes ont appris à manipuler. L'arrivée des humains est également liée à la conjonction. Originellement, le monde était peuplé d'elfes, de nains et de gnomes, mais les humains, provenant d'une autre sphère, ont été transportés dans ce monde à travers la conjonction, modifiant profondément l'équilibre des civilisations présentes. Cet événement a ainsi marqué le début d'une ère nouvelle et chaotique, obligeant les peuples indigènes à cohabiter avec des créatures dangereuses et des races étrangères. La création des sorceleurs, plusieurs siècles après, est directement liée à cette conjonction, car ces chasseurs de monstres ont été conçus pour protéger les humains contre les créatures apparues lors de l'alignement des sphères. Un sorceleur, c'est censé démonter tout ce qui est non humain et dangereux. Bien sûr, on verra tout au long des lectures et des jeux que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Vous savez donc ce qu'est un sorceleur, ainsi que l'événement qui a tout changé dans ce monde. Très succinctement, introduisons quelques personnages clés avant de passer à la prochaine section. L'univers de The Witcher est peuplé de personnages profondément liés par des intrigues politiques, magiques et personnelles. Tous connectés à Geralt de Rive, le sorceleur, dont le destin est inextricablement lié à celui de plusieurs d'entre eux. L'un des plus importants est Yennefer de Wengerberg, une puissante magicienne au tempérament complexe. Leur relation tumultueuse, marquée par une passion profonde et des séparations récurrentes, est au cœur de l'histoire. Yennefer, en quête de rédemption et d'une famille, trouve en Ciri une fille de cœur, tout comme Geralt. Ensemble, ils forment une sorte de famille choisie, unie par des liens bien plus forts que ceux du sang. Ciri, surnommée la lionne de Cintra, est l'un des personnages clés les plus importants. Elle est la petite fille de Calante, la reine farouche et respectée de Cintra. Lorsque le royaume de Cintra tombe sous l'invasion nilfgaardienne, Ciri devient une cible en raison de son héritage royal et de son sang ancien, ce qui la lie également au destin de Geralt. Geralt, lié à elle par la loi de la surprise, devient son protecteur. Ciri, destinée à de grandes choses, grandit sous sa tutelle et celle de Yennefer, tout en étant poursuivie par des factions puissantes cherchant à exploiter son pouvoir. Parmi ces factions, Vilgefortz se révèle être l'un des plus redoutables adversaires. Sorcier extrêmement puissant et machiavélique,
Il trame dans l'ombre, cherchant à capturer Ciri pour accomplir ses propres objectifs. À ses côtés, Rience, un mage sadique et cruel, se met également en chasse de la jeune fille, menaçant Geralt et ses alliés à plusieurs reprises. Dans ce monde, en pleine tourmente, Emhyr var Emreis, l'empereur de Nilfgaard, joue un rôle majeur dans les événements qui précèdent le premier jeu. Ambitieux et impitoyable, il mène des campagnes militaires dévastatrices, cherchant à s'emparer du Nord. Son destin est étroitement lié à celui de Ciri, bien qu'il garde ses véritables intentions secrètes jusqu'à un moment clé des livres. Triss Merigold, une autre magicienne proche de Geralt, occupe également une place importante dans l'intrigue. Moins conflictuelle que Yennefer, elle entretient une relation amoureuse avec Geralt dans les moments où il est séparé de sa compagne principale, créant un triangle émotionnel relativement complexe. L'intrigue politique du monde de The Witcher est également influencée par des personnages comme Dijkstra, le maître espion de Redania, et Philippa Eilhart, une magicienne redoutable et membre de la loge des magiciennes. Ensemble, ils tissent des plans complexes pour manipuler les dirigeants des royaumes du Nord, tout en poursuivant leurs propres objectifs de pouvoir. Au-delà des intrigues humaines et politiques, Geralt est également marqué par ses relations avec ses compagnons sorceleurs, comme Vesemir, son mentor à Kaer Morhen, ainsi que Lambert et Eskel, ses frères d'armes. Ces derniers sont les seuls véritables amis de Geralt, partageant avec lui les rigueurs et les défis d'une vie dédiée à la chasse aux monstres. Enfin, Régis, un vampire supérieur au caractère réfléchi et philosophique, devient un allié improbable mais précieux que Geralt dans les derniers romans. Son amitié et sa sagesse offrent une perspective différente sur le monde, l'aidant à naviguer entre les dilemmes moraux auxquels il est confronté. Évidemment, on pourrait en citer bien d'autres. Je n'ai d'ailleurs pas cité Jaskier, peut-être le plus fidèle ami de Geralt, grand barde renommé coureur de jupons, ainsi que Zoltan, également un très bon ami de Jaskier et Geralt. Un nain, qui aime l'argent, très bon minier, qui adore se bourrer la gueule à la taverne. Bref, voilà, je pourrais vraiment vous en citer plein d'autres, mais avec cela, vous avez déjà un peu une bonne idée des différents profils qu'on va pouvoir rencontrer tout au long des œuvres, que ce soit dans les livres ou les jeux vidéo. En effet, je ne peux pas de toute façon me substituer totalement, encore une fois, à la lecture des œuvres de Sapkowski ou au fait de jouer au jeu, mais je crois que c'est déjà pas mal pour comprendre le tout, d'autant que le plus important, c'est que vous ayez déjà certaines clés si vous voulez vous lancer dans le tout premier jeu. Ainsi, avant les événements du premier jeu, les livres tissent un réseau dense de relations entre Geralt et ses personnages, chacun jouant un rôle crucial dans son parcours et celui de Ciri. Qu'il s'agisse d'amour, de politique ou de guerre, tous sont unis par des destins qui s'entremêlent dans une époque complexe où l'immersion dans cet univers est indispensable pour comprendre les choix à venir. Si le monde de la licence est cohérent, riche et intrigant, il le devient peut-être davantage lorsqu'il nous propose de nous impliquer à travers nos propres choix. Et pour comprendre à quel point tout ce mélange fonctionne bien, il faut que je vous parle de deux concepts d'un point de vue philosophique que tout le monde connaît, que tout le monde comprend, et qui pourtant, si je vous demande définissez-les-moi, eh bien c'est très compliqué. C'est bien évidemment les concepts de bien et de mal. L'évolution des concepts de bien et de mal à travers l'histoire de la philosophie est complexe et nuancée, et elle trouve des parallèles fascinants dans l'univers de The Witcher. Car les choix moraux sont rarement simples, ce qui reflète certaines des réflexions philosophiques les plus profondes sur la moralité. Petit tour d'horizon de la pensée de philosophes bien connus, avec la tentative de mettre en lien leur conception du bien et du mal avec ce qui se passe dans The Witcher et notamment dans les choix de Geralt. Socrate et Platon, commençons par eux, voyaient le bien comme une forme de connaissance. Pour eux, connaître le bien, c'était déjà le faire. Le mal provenait quant à lui de l'ignorance. Cette idée est en un sens illustrée dans The Witcher lorsque Geralt doit prendre des décisions dans des situations ambiguës,
où l'information est partielle ou biaisée. On se rend effectivement compte que si on ne sait pas, c'est difficile, voire impossible de prendre le bon choix. Par exemple, dans Witcher 3, lors de la quête pour aider le baron sanglant, Geralt doit choisir entre aider ou non le dit baron, un homme au passé violent, mais qui, au fond, cherche à réparer ses erreurs. Ici, le manque d'informations et la perception incomplète des événements compliquent la distinction entre bien et mal, illustrant le dilemme socratique. De manière plus générale, Geralt est souvent mis dans la peau d'un détective. Il doit écouter tout le monde, faire ses propres recherches pour tenter de faire les meilleurs choix possibles selon ses propres valeurs et codes. Aristote, en revanche, croyait que le bien était lié à la vertu, une sorte de juste milieu entre l'excès et le manque. Le mal, pour lui, venait de l'incapacité à trouver cet équilibre. Dans The Witcher, on retrouve ce concept dans le personnage de Geralt lui-même, qui se tient souvent entre deux extrêmes. D'un côté, une stricte neutralité, ne pas se mêler des affaires humaines, et de l'autre, une implication trop forte dans les conflits humains. Son code de neutralité, souvent mis à l'épreuve, reflète cette quête d'un équilibre vertueux. La neutralité absolue semble impossible, les événements finiront par nous confronter à des choix cornéliens. Avec saint Augustin, la vision chrétienne du bien et du mal introduit la notion de péché et de la lutte entre Dieu et le diable. Le mal devient un manque de bien, une privation plutôt qu'une force active. Dans The Witcher, certaines créatures monstrueuses et les malédictions symbolisent cette idée. Ce sont souvent des manifestations d'un déséquilibre, d'une absence de lumière ou d'un manquement moral. L'exemple de la Strige dans le premier jeu est parlant. Une princesse maudite devient un monstre, non par nature, mais par l'absence de justice et d'équité dans sa naissance. Un mal créé par les péchés de ses parents. Thomas Hobbes, lui, croyait que dans l'état de nature, l'homme était égoïste et brutal et que le bien était un concept imposé par les lois et la société pour prévenir le chaos. Ce contraste entre l'individu et la société apparaît souvent dans The Witcher. Les guerres, la corruption politique et l'égoïsme de certaines factions montrent que le mal découle des désirs individuels non contraints. Geralt, naviguant dans un monde en guerre, incarne souvent la voie de la raison au milieu du chaos, tentant d'appliquer une sorte de justice personnelle dans un monde où les structures sociales sont extrêmement brûlantes. Mais lui-même n'incarne pas la vérité ou le bien absolu. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'on le surnomme également le boucher de Blaviken. Beaucoup voient les sorceleurs comme de véritables monstres sans pitié. Friedrich Nietzsche propose une vision plus radicale, où le bien et le mal sont des constructions sociales et où les notions de moralité oppriment l'individu. Le surhomme nietzschéen crée ses propres valeurs au-delà du bien et du mal. Geralt de Rive, là encore, incarne cette idée lorsqu'il rejette des codes moraux traditionnels des hommes et des sorceleurs pour forger sa propre voie. Dans The Witcher, il doit constamment redéfinir sa propre moralité, car les standards établis ne s'appliquent pas toujours à ces situations. Des exemples marquants sont les quêtes où il doit choisir entre tuer une créature jugée maléfique ou la laisser vivre parce qu'elle est, au fond, victime de sa nature. Enfin, parce qu'on ne va pas faire toute l'histoire de la philosophie de la morale, Emmanuel Lévinas et sa philosophie de l'éthique de l'autre introduisent l'idée que le bien consiste à répondre à la responsabilité que l'on a envers autrui, tandis que le mal est l'indifférence ou l'objectivation de l'autre. Geralt, bien qu'il se présente souvent comme un cynique, incarne cette éthique lorsqu'il s'attache aux besoins des autres, qu'il s'agisse de simples paysans ou d'êtres fantastiques. Dans Witcher 3, il aide Ciri non seulement par amour paternel, mais aussi par une obligation morale de protéger l'autre face à une force destructrice, illustrant la philosophie lévinassienne du devoir envers l'autre. Le jeu nous laisse souvent le choix d'ailleurs, même dans les quêtes secondaires où l'on peut, à la fin, refuser le paiement qui nous était promis. On aide pour aider, pas pour l'argent. Ainsi, l'univers de The Witcher reflète l'évolution historique des concepts de bien et de mal dans la philosophie, en transformant ces idées en dilemmes moraux concrets où les réponses sont rarement simples et où les actions de Geralt obligent le joueur et la joueuse à réfléchir sur sa propre perception de la moralité. Contrairement à une vision traditionnelle du manichéisme, où le bien s'oppose catégoriquement au mal,
The Witcher, de manière générale, nous enseigne que ces notions sont souvent relatives, complexes et profondément subjectives. Ce qui existe réellement, ce sont les choix que l'on doit faire face à des obligations morales, personnelles ou sociales. Les jeux de la série placent continuellement Geralt, et par extension le joueur, dans des situations où il faut trancher entre des options qui ne sont ni purement bonnes, ni purement mauvaises, mais dont les conséquences doivent être évaluées sous plusieurs angles. L'un des aspects clés du gameplay repose sur la prise en compte de ces conséquences. Est-il plus moral de sauver une vie, même si cela en condamne plusieurs ? Est-il juste d'épargner une créature sous prétexte qu'elle agit par nature, ou faut-il la tuer pour protéger des innocents ? Ces dilemmes forcent le joueur à peser les conséquences d'un point de vue personnel, celui de l'autre, ou celui du plus grand nombre. Dans le cas de Geralt, son fameux code de neutralité est mis à l'épreuve tout au long de la série car il doit constamment choisir entre intervenir ou se tenir à l'écart, chaque décision ayant des répercussions. D'un point de vue philosophique, cela rejoint l'idée que le bien et le mal en tant que concept absolu n'existent pas. Tout ce qu'il y a, ce sont des choix imposés par les circonstances où chacun doit peser ses propres obligations morales. Cette relativité est omniprésente dans The Witcher, où même les monstres ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être, un vampire peut être plus moral qu'un noble humain, une sorcière plus sage qu'un prêtre. Au final, The Witcher force le joueur à se poser la question « Qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal si on ne sont pas deux catégories fixes ?» Les actions dans cet univers sont simplement des réponses aux obligations qui se présentent à un moment donné. Ce sont les choix qui comptent et leurs conséquences, pas les étiquettes de bien et de mal. Ils ne sont pas définis par des concepts rigides comme la connaissance, la vertu ou les lois, mais sont avant tout façonnés par les choix, les actions et les conséquences qui en découlent. Cette dimension place le joueur dans un rôle actif, où chaque décision influence le déroulement de l'histoire, qu'il s'agisse de sauver un village ou de commander un individu. Le joueur incarne Geralt de manière intime et personnelle, ce qui crée une dynamique différente des romans où le sorceleur, pour ainsi dire, est observé de l'extérieur. Ce qui rend les jeux The Witcher uniques, c'est justement cette exploration profonde de la morale à travers des choix qui ne sont jamais noirs ou blancs. À chaque tournant, Geralt doit choisir entre des options qui semblent toutes avoir des justifications, mais aussi des conséquences néfastes. Ce principe rend les jeux vidéo complémentaires aux livres, car les romans nous montrent les choix de Geralt, mais sans la possibilité d'interagir avec eux. Dans les jeux, c'est nous qui devenons responsables des choix moraux de Geralt, amplifiant ainsi cette exploration philosophique des nuances morales commencées par Sapkowski. Ce cœur du gameplay, l'obligation de choisir et d'assumer, place le joueur face à ses propres réflexions éthiques, ce qui renforce le lien émotionnel avec les dilemmes de l'aventure. Nous jouons finalement quelqu'un entre nous et Geralt. The Witcher ne permet pas de créer un personnage personnalisé en termes de physique, classe, race, religion ou background, contrairement à de nombreux autres RPG de son époque. Par exemple, The Elder Scrolls 4 Oblivion, sorti en 2006, offrait une personnalisation étendue, permettant aux joueurs et aux joueuses de choisir parmi plusieurs races, classes et d'innombrables traits physiques. Neverwinter Nights 2, sorti la même année, permettait également une création détaillée basée sur les règles de Donjons et Dragons, avec la possibilité de choisir son alignement moral, sa classe et son histoire personnelle. Gothic 3, toujours la même année en 2006, proposait un personnage plus neutre en termes de personnalisation physique, mais donnait une grande liberté dans les choix des factions et de progression. Cependant, malgré cette limitation dans The Witcher, Geralt de Rive se démarque par son attachement profond au joueur. Son identité préétablie riche en histoire et en développement à travers les romans et les jeux, le rend plus mémorable et émotionnellement engageant qu'un personnage entièrement façonné par le joueur. Ce lien fort entre le joueur et Geralt découle de son caractère nuancé, de ses dilemmes moraux et de ses relations qui sont développées avec soin au fil des jeux. Là où un personnage créé de toutes pièces peut manquer de profondeur émotionnelle ou de cohérence narrative, Geralt impose une présence charismatique et devient un avatar à travers lequel le joueur vit une aventure marquée
par des choix cruciaux et des enjeux personnels puissants. C'est l'occasion pour conclure cette première partie de la rétrospective de The Witcher, de vous parler d'un concept que vous ne connaissez peut-être pas, le concept d'immersion fictionnelle. Il y a quelques mois, j'ai visité à Yverdon-les-Bains en Suisse l'exposition « Une autre vie » de la Maison d'Ailleurs qui explore le concept de l'immersion comme condition essentielle à l'expérience artistique et à la révolte intérieure. En proposant un parcours immersif qui mêle jeu de lumière, création sonore et réalité virtuelle, l'exposition invite les visiteurs à plonger dans divers mondes fictionnels pour mieux comprendre les fonctions anthropologiques de l'immersion. Elle met en lumière l'importance de ressortir de ces expériences pour prendre du recul et réfléchir sur soi, soulignant que seule l'immersion permet d'expérimenter une véritable liberté. L'originalité de l'exposition réside dans cette réflexion sur le rôle de la sortie de l'immersion en opposition aux expositions qui ne cherchent qu'à spectaculariser. Pour cette approche, Une autre vie propose de repenser notre rapport à la fiction en la voyant comme un moyen d'explorer notre liberté, en contraste avec les discours idéologiques. Les immersions fictionnelles permettent ainsi au public de s'immerger profondément dans un univers imaginaire, que ce soit à travers des livres, des films ou des jeux vidéo. Elles fonctionnent en captant l'attention du spectateur, lecteur ou joueur, en lui offrant un monde cohérent avec des règles internes, des personnages vivants et des récits captivants. Ce phénomène repose souvent sur l'identification aux personnages, l'exploration d'environnements minutieusement construits et la capacité de l'œuvre à suspendre l'incrédulité du public. L'immersion fictionnelle devient alors un espace où l'on peut vivre des aventures, ressentir des émotions et se concentrer à des dilemmes, tout en étant temporairement déconnecté de la réalité. C'est un vecteur puissant d'évasion, mais aussi de réflexion, car les mondes imaginaires servent souvent de miroir déformant de notre propre société. Dans cet univers, comme celui de The Witcher, l'immersion est renforcée par la richesse des détails et la complexité des choix moraux, permettant aux joueurs de s'investir pleinement dans l'expérience proposée. Jouer à The Witcher, c'est questionner notre propre monde, questionner notre morale, questionner nos choix. Jouer à The Witcher, c'est ouvrir notre esprit à l'autre, à d'autres idéologies. La fiction est dans ce sens un vecteur de développement personnel et de liberté.